Bonsoir à tous, on est le jeudi 2 avril, il est 18h, place au Club Objectif Gare en version débat. Et chaque jeudi, désormais, vous le savez, on accueille tous nos sociétaires et François Martin, notre journaliste. Bonsoir François. Bonsoir Abdel, bonsoir à tous. Comment ça va François? Depuis hier, ça va, et écoutez, c'est un autre épisode. Exactement, et on va démarrer comme chaque jeudi par le bloc-notes. Allez, le bloc-notes de François, et on va démarrer par les Césars municipaux. Et oui, les Césars municipaux à Nîmes, vous savez, les municipales, c'est jamais un scrutin simple. Hein. C'est une série à rebondissements, un peu de drame, beaucoup d'ego et de spectacles gratuits tous les 6 ans. Alors cette semaine, le jury du bloc-notes, donc politique, remet ses Césars des municipales. Alors pas de tapis rouge, mon cher Abdel, mais du drame, du suspense, des applaudissements forcés et des acteurs qui rejoueraient bien la scène. Alors, silence dans la salle, la cérémonie va commencer. Et on va démarrer avec le César du dindon de la farce. Et oui, attribué à Julien Plantier. Il a voulu rejouer le piège infernal, en politique, fusionner, relancer, s'imposer. Résultat, la trappe s'est refermée sur lui. Alliance de raison, fin de saison. Même sa défaite, on le lui a piqué. 2 groupes d'opposition, 3 élus chacun, un présidé par son copain Franck, l'autre par lui-même. Bienvenue au dîner de cons. Le César du mauvais perdant, François. Ah ben là, oui, c'est Julien Sanchez qui l'a eu haut la main dans le rôle du détective municipal. Il enquête toujours d'ailleurs sur les vrais coupables de sa défaite. Alors Paloma, des tracts mensongers, une campagne diffamatoire. Sanchez raconte les voix en ce moment comme un scénario truqué. Mais son jeu reste quand même impeccable dans ce remake de La vérité si je mens. Le César du premier rôle en solo. Oui, alors là, c'est pour Franck Proust, bien sûr, toujours égal à lui-même, surtout à lui-même. Il s'est maintenu contre toute attente en débitant le dialogue du devoir de cohérence, vous savez. Traduction, il n'a voulu que personne d'autre n'endosse le rôle de l'opposition, le premier rôle de l'opposition. Alors, au générique, pour son groupe, 3 élus et un coup pas trop fin. Le César du meilleur montage. Là, je suis obligé de le donner à l'opposition parce que des morceaux partout, façon puzzle, des égos à recoller, des haines à disperser. Chaque conseil municipal promet une saison de Game of Thrones. On a hâte de voir les prochains épisodes sanglants. Et c'est vraiment pas mal, comme toujours, François. C'est pour ça que je suis très heureux que vous soyez là. Et le César, enfin, pour terminer, du meilleur film politique. Eh ben, c'est Vincent Bouget, bien sûr, grand vainqueur, réalisateur et acteur principal de sa campagne. Il entre à l'hôtel de ville sous les projecteurs, travelling avant et regard caméra. Les autres comptent leurs scènes coupées. Lui attaque le tournage du prochain mandat. Nîmes a-t-elle trouvé son metteur en scène de la nouvelle vague avec son film La Conquête? Merci beaucoup, François. Place tout de suite au Club des sociétaires. Et on va présenter les sociétaires présents dans l'émission de ce soir pour nos 2 débats qu'on va vous présenter dans quelques instants. On va démarrer avec David Costa, le docteur Costa qui est avec nous. Bonsoir David. Bonsoir Abdel, bonsoir à tous. Merci beaucoup David d'être avec nous. Alors on va reprendre notre rituel de cette émission du jeudi. Je donne un peu la parole à chacun des sociétaires au début de l'émission pour nous dire un peu ses impressions, comment ils vivent, ces quelques jours post-municipal. David. Écoute, je les vis très bien. Je pense que... Comment ça se passe avec la nouvelle équipe? Parce que vous avez des projets santé à Nîmes. Il y a des projets santé et on avait déjà travaillé avec moi, avec mon poste à la fac au niveau du département. Et du coup, là, on va enchaîner avec la ville. Il y a des beaux projets santé qui sont mis en place. On avance bien dessus. Donc, moi, au niveau santé, je suis très content de ce qui se passe. Même s'il y avait d'autres projets dans d'autres équipes qui étaient bien aussi. Là, je suis très content. Et puis, il va y avoir les projets sport, projets citoyens. Donc, tout ça, ça s'annonce passionnant. Les planètes sont alignées pour la santé, selon vous? Ouais. Eh bien, très bien. C'est entendu. Brahim Aber est avec nous. Bonsoir, Brahim. Bonsoir, Abdel. Bonsoir à tout le monde. Toujours Brahim, le sentiment, alors vous étiez hier avec nous dans l'émission, mais votre sentiment aussi, peut-être du côté d'Alès, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu? Comment se passent ces quelques jours post-municipal? J'en avais vaguement parlé au début de l'émission d'hier, où j'avais dit que, comment on appelle ça, les champions galésiens de la gauche, ils se positionnent comme s'ils avaient gagné, en fait. Je comprends pas. Il y a Basile Humbert, le jeune, tu sais, votre protégé, votre préféré
ne dites pas ça. Pourquoi vous dites ça? La semaine dernière, vous m'avez dit qu'il avait fait une très belle campagne. Et bien là, vous l'avez tellement encouragé qu'il fait des conférences de presse à tout va, où il explique à tout le monde en fait qu'il a fait 11%. Alors je rappelle à Basile c'est pas mal, Imbert, c'est la première fois qu'il se présentait. Ouais, mais il se représentait pas au nom de Basile Imbert, il se représentait au nom du Parti Socialiste quand même. Ici, on fait rappel, Arnaud Bord, à l'époque, aux législatives, il a fait pratiquement 48%. En 2020... c'est pas les mêmes candidats. C'est pas le même candidat. C'était pas les mêmes candidats. Mais il représentait quand même le Parti Socialiste. Et je rappelle quand même que Basile Imbert, il a appelé Christophe Rivec, il a appelé à voter Christophe Rivec lors du premier tour. Et c'est grâce à cela que Christophe Rivec a gagné. Et tant mieux, comme ça, on n'a pas de RN. Mais par contre, il a désossé en partie l'opposition qu'il y avait à gauche. Parce qu'on n'a plus d'opposition sur le territoire gardois et notamment dans le conseil municipal. Oui, Abdel, ça ne fait pas tout. L'opposition ne fait pas tout au conseil municipal. Mais quand même, ça te donne un petit peu les avant-goûts des prochaines échéances. Ouais, est-ce qu'il n'engage pas comme ça, Brahim? Est-ce qu'il n'engage pas quand même la refondation de la gauche là-bas? Est-ce qu'il y en a encore de la gauche maintenant? Il faut arrêter. Certainement. À un moment donné, la seule possibilité qu'ils avaient, c'était de s'unir, de se rassembler. Je le répète, ils avaient une chance de gagner lors des élections 2026. Quand on parle de rempart du Rassemblement national, on parle de rempart, François, lorsque le RN est à 45-46% au premier tour. Je rappelle qu'il était qu'à 26% au premier tour. Et que l'ensemble de la gauche réunie était aux alentours de 26%. Donc ils auraient pu faire ça. Si par exemple on comparait à Nîmes, ça voudrait dire que Vincent Bouget, quand il a vu le spectre du Rassemblement national finir au premier tour, Vincent Bouget aurait dit on se retire tous au profit de M. Proust ou de M. Plantier. Non, c'est pas pareil. Le Rassemblement national est arrivé le premier. Non, mais ce que je veux dire, lorsqu'on a des convictions à gauche, à un moment donné, on lutte avec ses convictions. Et non pas avec la peur de perdre à tout va. Parce que rien n'était joué. Je le répète, je le dis, il y avait une chance. Après, maintenant, tant mieux qu'on n'a pas le Rassemblement national sur Alès. Et bon vent à M. Rivec qui fasse en sorte que la ville d'Alès se porte bien pendant 7 ans et on se reposera les questions dès l'année prochaine aux législatives. Il est en forme ce soir, Brahim. C'est pour ça qu'il était déjà en forme hier. Exactement. À Nîmes, quand même, Vincent Bouget, c'est ce qu'il a fait dans sa campagne d'entre-deux tours. Il a dit c'est ou le RN ou la gauche. Et il a complètement effacé la troisième liste. D'ailleurs, ça a été très malin, je trouve, de l'effacer. Oui. Et c'était l'un ou l'autre. Et cela dit, quand tu vois les résultats, c'est pas passé loin quand même. Hein. Et c'est Catherine Bernier-Boissard qui est avec nous. Bonsoir Catherine. Bonsoir à toutes et tous. Et Catherine, même question qu'à vos homologues sociétaires. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Voilà, votre sentiment sur les premiers pas, la première marque de Vincent Bouget, le nouveau maire de Nîmes. Alors d'abord, moi je me réjouis qu'effectivement la gauche ait été élue à Nîmes. C'était pas à gagner d'avance. Et c'est en partie effectivement grâce à l'effondrement de la droite et à la bonne stratégie par rapport au Rassemblement national, ce qui n'a pas été le cas partout dans le département. Et je crois qu'il faut quand même avoir en tête encore que dans le département, le RN est fort et qu'il a l'intention de continuer à avancer, de continuer à gagner des places. C'est fort juste ce que vous dites parce qu'on le voit bien, il y a des cantons qui ont été perdus par la gauche et que les départementales dans 2 ans seront à fort enjeu. Et le RN n'a pas perdu l'espoir, effectivement, de gagner les départementales. Alors, il y a les sénatoriales. Enfin, bon. Donc, il ne faut pas oublier tout ça. En ce qui concerne Nîmes, je crois que ça démarre bien pour l'instant. On va voir comment ça évolue, comment les choses se mettent en place, comment les élus, effectivement, prennent en main leur délégation. Pour l'instant, on n'a pas d'annonce de politique générale. On verra. C'est trop tôt encore. Oui. C'est un peu tôt peut-être. On a quelques indications effectivement sur ce qui va se faire à partir des délégations. On voit que beaucoup d'adjoints et d'élus sont nommés soit à la vie associative, soit à la solidarité, soit à la construction de places publiques l'urbanisme, au logement aussi. Oui, bien sûr, l'urbanisme, au logement, qui sont des. On a envie de dire que c'est en droite ligne avec le programme qu'a porté Vincent Bouget. Tout à fait. Qu'est-ce que vous avez pensé de la première délibération qui a fait tant parler sur l'augmentation des indemnités? Je pense que c'était peut-être pas très adroit, de reprendre effectivement ce qu'avait fait la municipalité Fournier. Par ailleurs, je pense qu'il faut quand même être prudent là-dessus parce qu'on on déclenche vite un discours très bourgeadiste sur effectivement les indemnités des élus qui se gavent, etc.
C'est pas ça. Les élus ont une fonction et ils sont indemnisés pour que leur fonction ils y puisse être consacrent assurée une dans les grande meilleures partie de leur conditions. vie, hein. Absolument. Et ça permet effectivement à des élus qui n'ont pas les moyens de vivre autrement, quoi, de pouvoir exercer cette fonction. Donc attention. Bon voilà, puis... Eh bien, Nabil est avec nous également. Bonsoir Nabil. Bonsoir Abdel, bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être avec nous, Nabil. Vous aussi, votre sentiment post-municipal, peut-être du côté du Garaudannien, il se passe beaucoup de choses. Là aussi, c'est mardi prochain que sera élu le prochain président de l'agglomération du Garaudannien, président ou présidente. Oui, mon petit doigt me dit que on s'achemine plutôt vers un président. Oui, tout à fait. Moi, c'est ce que je retiens, c'est toutes ces petites tambouilles là pour permettre à un président de prendre le siège à la place de son collègue. Donc, il y a ces petites rencontres. Vous ne pouvez pas être plus précis? Christophe Serre qui va être élu, puisqu'il n'a jamais été élu président. Il est premier vice-président du conseil départemental du Gard. Et tout a été fait, et les rencontres avec la distribution de postes de vice-président... tout est fait pour que ce soit lui pour écarter le maire de Bagnols, il faut être clair. Oui, tout à fait, pour que le Rassemblement national n'accède pas au poste de président de l'agglomération. Et donc, ça tout est bouclé. Non, c'est ces petites tambouilles c'est pas spécifique à Bagnols. À Nîmes, il y a les rencontres qui se font aussi, et dans tous les territoires, c'est ce qui se fait d'habitude. Mais là, en l'occurrence, c'est des gens qui s'acoquinent alors qu'ils n'ont rien à voir en commun, des gens qui se sont détestés, qui se sont crachés dessus pendant des dizaines d'années. Et là, qui se sont rassemblés en se distribuant les postes. Ça nous rappelle les municipales à Nîmes, non? Un petit peu. Allez, on attaque tout de suite les débats de ce soir. On va démarrer avec le premier débat. Oui. Un débat forcément difficile, puisque c'est suite même dramatique, mon à cher. ce drame, effectivement, à la prison de Nîmes. On vous écoute, François. Alors, c'est un détenu, je le rappelle, de 22 ans qui a été retrouvé mort le samedi, matin, dans sa cellule à la maison d'arrêt de Nîmes. Qu'il partageait avec deux co-détenus, jeunes aussi, 22 et 24 ans, condamnés, eux, pour violences aggravées. Alors, il a été découvert inanimé vers 7h30 lors de l'appel, et le décès a été constaté sur place. Bon, la question, bien évidemment, que pose ce tragique fait divers, c'est à nouveau l'éclairage qu'on peut avoir sur les responsabilités d'un tel drame. Il relance, bien évidemment, aussi le débat sur la fameuse surpopulation carcérale qui fait de Nîmes, avec Bordeaux, les champions en France, quand même. Donc, il y a un vrai problème à Nîmes, des conditions indignes d'incarcération, visiblement, et des conditions de travail qui sont de plus en plus dégradées pour les surveillants pénitentiaires. Donc, le débat, c'est qui c'est qui peut porter ses responsabilités? Est-ce que c'est l'État qui laisse traîner un peu ces réformes? Est-ce que c'était une bien mort que j'ai évitable lu qu'il y avait quand même pas mal de réformes qui ont été faites. Bien sûr. Est-ce que c'était une mort évitable? Effectivement, c'est un peu la question de ce soir, même si, bien évidemment, c'est extrêmement difficile de juger. Nabil, vous avez travaillé dans le milieu carcéral, donc vous avez forcément, probablement, un éclairage qui peut être intéressant ce soir. Oui, j'ai été surveillant pénitentiaire, j'ai notamment travaillé dans la maison d'arrêt de Nîmes. Et la responsabilité, elle incombe à l'administration pénitentiaire et à l'État qui sont régulièrement condamnés pour ce genre de faits. Il faut savoir qu'il y a à peu près trois crimes comme ça faits par des co-détenus chaque année. Il y en avait un qui avait été célèbre, c'est Ivan Colonna, à la maison centrale d'Arles. D'Arles, oui, c'est vrai. Qui avait été assassiné par un détenu. Et l'État avait été condamné 2 fois au tribunal administratif et aussi avec un accord qui avait été transactionnel, qui avait été fait avec la famille, où ils avaient donné 200 000 € et après ils ont été condamnés au tribunal administratif. Donc la prison de Nîmes est connue pour sa surpopulation carcérale. Il y a à peu près 700 places dans la maison d'arrêt de Nîmes. Et il y a un taux d'occupation, il y a 700 détenus pour 300 places. Il y a plus de 200% d'occupation. 230% en 2025, voilà. Exactement. Et ce qui se passe quand une personne est condamnée, elle est mise chez les arrivants. Et on observe si la personne est une personne suicidaire, si elle a besoin d'être seule, si c'est une personne connue, si sa fonction lui permet d'être, par exemple, si c'est un ancien policier ou si c'est magistrat, ou il va être mis à l'isolement pour le protéger. Sinon, on va le lâcher selon son profil avec d'autres détenus. Et c'est là que s'exercent les pressions, parce que en fait, si vous voulez, une prison, c'est un endroit où est concentré toute... comment dirais-je, tous les délinquants,
Et tout est La amplifié. criminalité, Toute toute la la criminalité, donc tout est amplifié. Et il s'exerce des pressions, notamment chez les plus faibles. Par exemple, pour ramasser ce qu'on appelle les projections. Il y a des projections qui se font par l'extérieur, où on lance des téléphones portables, par exemple, et on va charger des petites mains en les forçant à les ramasser, les projections, en leur demandant de faire le ménage, en leur demandant de cantiner. Parce qu'il existe, pour améliorer le quotidien, une sorte de magasin à l'intérieur de la prison où les détenus peuvent cantiner. Et là, on va leur faire du racket, avec aussi des pressions sur leur famille à l'extérieur, parce qu'il y a des téléphones portables, et on demande à ces personnes qui sont un peu plus faibles que les autres de demander à leur famille d'envoyer des paiements. Donc c'est très très compliqué. Brahim. Non, mais ce que tu dis, Nabil, est très important, mais il faut faire un rappel. Il faut comprendre quand même que pour la plupart des gens, la prison, c'est pas un accueil de loisirs. C'est assez difficile. C'est très compliqué. Il y a énormément de violence et il faut rappeler quand même que dans ces prisons, là, d'après ce que j'ai compris, il était avec 2 autres co-détenus, ils étaient 3, donc avec une surpopulation. Hier, j'en parlais. Oui, dans des cellules qui en principe accueillent que 2 personnes. 2 personnes au maximum, donc ça veut dire que quoi? Comment ils faisaient? Au sol. Il y avait Au sol, il y a un matelas au sol. Vous imaginez, donc ça veut dire que c'est violent. Et lorsqu'on parle de la lourdeur administrative, moi, je n'incriminerai pas l'État ou les surveillants de prison parce que parce que c'est assez compliqué de gérer. Eux-mêmes, des fois, se sentent menacés. Ce sont les premières victimes. Ce sont les premières victimes de ce système. Et ce que je veux dire, par rapport à cette lourdeur administrative, rappelons-nous, je veux dire, cette histoire de refaire encore une deuxième prison, on en est où? Ça avance pas. Et hier, vous expliquez, Abdel, que c'était à l'horizon de 2030. Vous imaginez 2030? Donc moi, je ne comprends pas, en fait. Ça a été validé, tout le monde était content pour dire... Darmanin est venu l'officialiser en 2024, si je me souviens bien. Et on nous dit qu'elle sortira de terre, peut-être la première pierre, en 2030. Je veux dire, ça ne peut pas faire. Et les conditions dans lesquelles vivent l'ensemble de ces prisonniers, on peut appeler comme ça, c'est les prisonniers. Même si on va rappeler que depuis l'été dernier, il y a eu une extension de la prison historique, oui, et parce que donc il y a eu quelques places supplémentaires. Il y a eu des progrès. Mais c'est pas assez. Il y a eu des progrès. Bien sûr, il faut le dire. Des projets qui ont été menés à bien quand même. François, quand tu parles, moi j'ai lu je crois que vous avez fait un article dessus où on expliquait que ce jeune, justement ce que tu disais Nabil, il avait des fragilités. Et le gars, il devait sortir cet été. Et les autres co-détenus, c'était des violents qui avaient de lourdes peines. Comment on peut mettre en même temps des jeunes ou des moins jeunes, je ne sais pas, qui ont des faibles peines avec des personnes qui sont susceptibles d'être très dangereux et avec de lourdes peines? Moi, je veux dire, c'est impensable. Catherine. On doit pouvoir au moins protéger à ce niveau-là. Oui, moi je crois qu'effectivement, c'est pas un cas isolé, comme tu l'as dit. C'est déjà arrivé et ça, c'est un symptôme. C'est le symptôme d'un système à bout de souffle qui fonctionne très mal, qui ne correspond plus effectivement à la société d'aujourd'hui. Alors, la population carcérale ne cesse d'augmenter pour des raisons diverses, notamment parce qu'on est dans un moment où effectivement... Oui, il est bon ton de parler de sécurité. Voilà, sécurité, enfermer les gens, bon... Et des mesures ont été prises en ce sens pour que, effectivement, la population carcérale... Mais devant les tribunaux, les sévérités, les peines sont de plus en plus sévères. Absolument, Et il y a de l'emprisonnement. Tout à fait. Alors que les magistrats et les associations qui interviennent dans les prisons proposent d'autres solutions. Ils voudraient justement des peines alternatives. Et la construction de nouvelles prisons, elle est en rade. Je crois que c'était 15 000 places, le plan initial. Elle est en rade parce qu'il n'y a pas d'argent. Parce qu'il n'y a pas assez d'argent pour que ça avance, effectivement. Donc, c'est dramatique. Et en ce qui concerne les responsabilités, il y a les responsabilités, effectivement, des détenus, des co-détenus qui, visiblement, ont une part, effectivement, dans ce qui s'est passé. Il y a la responsabilité institutionnelle de l'établissement, des moyens qui sont dramatiques. Enfin, les syndicats le disent chaque fois, et ils en souffrent, effectivement. Ils sont les premières victimes de ce manque de moyens. Et puis, il y a une responsabilité... structurelle, quoi, qui est celle de l'État, mais qui est plus diffuse, parce qu'il n'y a pas seulement l'État. Enfin, c'est toute la société là qui, effectivement, laisse faire aussi. On ne veut pas tellement entendre parler de cette question. On sait que ça pourrait être autrement, on sait que dans d'autres pays, ça fonctionne mieux, ça fonctionne bien, qu'il y a des établissements qui ne sont pas fermés, et que malgré tout, ça permet de réinsérer les prisonniers, de réinsérer les gens qui sont enfermés. Mais bon, voilà... on fait rien pour que ça avance, quoi. David, quel est votre avis? Même si c'est extrêmement compliqué, parce qu'on n'a pas tous les tenants et les aboutissements aussi de cette affaire. C'est sûr, moi je suis assez d'accord avec Catherine. Pour
voir aussi à l'université comment ça fonctionne le service public. Il manque beaucoup de moyens, beaucoup. On sait qu'il y aura des dysfonctionnements et on les laisse faire. Et on nous dit, tant que vous pouvez travailler, tant que ça marche pas trop mal, allez-y, on vous remercie, vous êtes super, continuez. C'est ce qu'on doit dire aussi aux gens qui travaillent beaucoup dans les prisons, mais c'est sûr qu'il manque de moyens. Il manque aussi, à mon avis, beaucoup de moyens de prévention. En France, on est les champions pour ne pas faire de la prévention. Et bon, voilà, il faut qu'on redonne des moyens à l'école, au club de sport, à tout ce qui pourrait être fait longtemps en amont pour ça. Voilà. Là, c'est sûr que c'est un drame absolu. Hein. Nabil. Vous êtes docteur, c'est ça? Ouais. Oui. Ouais. Et j'ai constaté durant ma carrière aussi beaucoup de personnes qui n'avaient rien à faire en prison, qui avaient des problèmes au niveau mental. Et je pense que sur ce volet-là, il y a vraiment... j'ai vu des personnes aussi qui étaient complètement déstabilisées, qui n'étaient pas, à mon sens, c'est mon avis maintenant, j'ai plus de droit de réserve, donc je peux l'exprimer, des personnes qui étaient sur des délits routiers. Un récidive de conduite sans permis ou un non-versement de pension alimentaire et on finit en prison. Et là, vous aviez des personnes monsieur tout le monde, qui se retrouvaient avec des gens qui avaient un passé criminel très 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 lourd. Et ces personnes-là, elles se faisaient violenter. Et quand on leur demandait, on les voyait avec un cocard, on n'était pas dupes, mais quand on leur demandait qu'est-ce qui leur était arrivé, j'ai glissé. Parce qu'il y avait une omerta et encore plus, ils prenaient encore plus sévère si jamais ils dénonçaient les actes de violence qu'ils avaient subis. Donc c'est vrai que c'était un drôle de boulot. J'ai fait ça pendant 4 ans et c'était un peu En ce qui concerne la santé mentale, effectivement, il y a un manque cruel. Et c'est pas seulement effectivement dans les prisons, mais c'est vrai aussi dans l'éducation nationale, dans les écoles, dans les lycées. Manque cruel de soignants, un manque cruel de personnel qui pourrait prendre en charge ces personnes. Et je crois que les statistiques, elles sont assez effrayantes là, sur la santé mentale. Ça a été très longtemps le parent pauvre du système de santé français qu'on a mis de côté. Après, ce qui est compliqué, c'est que j'entends quand on parle de prévention, etc., c'est qu'actuellement, vous en avez parlé, on en parle assez souvent, de la sécurité des Français. Donc, on est d'accord pour essayer de dire qu'on veut de la sécurité à tout azimut. Et des peines exemplaires. Et des peines exemplaires. Et au bout du bout, on se rend compte quand même que une fois que la justice exécute en fait ces peines-là, eh bien, on n'est pas en capacité de pouvoir les oui, parce qu'encore une fois, pas les accueillir, c'est-à-dire de les condamner réellement. Les statistiques sont très très claires. Quand on entend particulièrement de politiques qui jouent là-dessus, la justice n'est pas laxiste. Les statistiques le montrent. Elle est de plus en plus sévère. Et c'est ce qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui avec un engorgement dans les prisons aussi. Quand on voit qu'on paye autant de taxes pour le gasoil et qu'on nous dit que demain on n'arrive pas à construire encore des prisons, moi je ne comprends pas. Je comprends toujours pas. Qu'on soit toujours aux abois et qu'on nous dise qu'en France il n'y a jamais d'argent, alors que on se rend compte qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont pas fiscalisées et que même à la limite ils pourraient en payer des prisons. Quand on voit qu'on sous-traite quand même, parce qu'il faut le savoir quand même, les entreprises qui sous-traitent pour faire ces bâtiments, c'est souvent les grosses succursales comme Vinci, comme Eiffage, etc. Et quand on nous dit qu'on n'a pas d'argent pour les construire, je me pose des questions. Je me dis rapidement, avant de clôturer ce débat. J'étais en charge moi de la construction de la nouvelle prison qui se fait au marché-gare. À Nîmes Oui. Oui, Ogvia. Sur la base Ogvia. Ogvia. Sur la base Ogvia. Oui, pas marché-gare. Oui. Ogvia. Parce que j'étais plus, j'ai marqué un Il y épisode. a eu un problème, c'était qu'ils avaient, par exemple, il y a plusieurs facteurs qui font que ça prend vraiment du temps. Par exemple, les écolos avaient trouvé une espèce qui était protégée. Oui, c'est toujours les problèmes environnementaux, les problèmes fonciers. Voilà. Mais là, ils disposent de 75 hectares. Oui, il y a de la place. Qui étaient programmés pour faire de la zone d'activité économique. Bon, c'est bien qu'il y ait une nouvelle prison, mais enfin, il faut des entreprises aussi. Il faut des entreprises, il faut... Et du coup, il va rester une vingtaine d'hectares pour les entreprises, parce qu'une prison, ça prend... Ouais. Il fallait amener les... C'est une autre problématique, mais enfin, le foncier, c'est important pour tout le monde. Le foncier, il fallait aussi amener les transports, il fallait tout gérer. Là, on parle et ça de prend coûts. de temps. On ne parle pas de problématiques de terrain ou d'environnement. On dit qu'on n'a plus d'argent pour pouvoir faire la prison. C'est ça qui me... je crois qu'elle a été programmée financièrement, donc elle va se faire. Elle va se faire, effectivement, en horizon 2030. Abdel, je réclame 2030, soyons optimistes. 2030, soyons optimistes surtout pour ceux qui souffrent aujourd'hui dans la prison actuelle. Tout le dossier à main, Nîmes. que ça avançait. Exactement. Et pour ceux, bien évidemment, qui sont en prison à Nîmes et qui sont les premières victimes de cette surpopulation. Merci à tous. Et il faut rappeler que la surpopulation chez les femmes, si je ne me trompe pas, est encore pire. Oui. À Nîmes. Ah oui, bien sûr.
Merci à tous pour ce premier débat. On enchaîne tout de suite. On va parler d'un tout autre sujet. C'est les recours après ces élections municipales. On vous écoute, François. Alors, les recours, oui, vaste sujet. Il y en a une quinzaine aujourd'hui dans le Gard. Ça concerne bien sûr la plus grande ville, Nîmes, puisque vous le savez, Julien Sanchez a fait un recours. Alors, ça va se jouer devant le tribunal administratif, normalement en juin, mai-juin, pour le résultat peut-être à la rentrée, s'ils travaillent vite, les magistrats. Alors, à Nîmes, donc, on se rappelle que Julien Sanchez a déposé un recours contre l'élection de Vincent Bouget, au motif que la salle de Paloma, une institution parapublique, avait incité avec des tracts ou avec des courriers même. Envoyé. C'est un emailing, un mail électronique. Bref, ça paraît quand même assez sérieux, malgré tout, puisque l'écart n'est pas considérable entre les deux candidats. Donc le tribunal administratif va juger quand même aussi en fonction de l'écart. Une autre, par exemple, à Garrigues-Sainte-Eulalie, il y a un recours du maire sortant qui a été battu de 2 voix. Donc, si vous voyez, on fait la différence avec le recours traditionnel des perdants. On dit qu'ils font pas. Ils sont mauvais perdants. Ils sont mauvais perdants, c'est le cas de le dire. Donc, il faut être très attentif à cet écart de voix. Mais globalement, il faut savoir que le tribunal administratif rejette ce recours pour à 90%, 95%. Donc, c'est quand même. Il faut vraiment que ça soit bien construit et bien validé. David Costa, vous y croyez à ces recours et particulièrement celui de Nîmes qui a été mis en avant par Julien Sanchez le soir de sa défaite au second tour, qui en a reparlé au conseil municipal d'installation vendredi dernier en confirmant qu'il avait déposé le recours. Oh non, moi j'y crois pas. Je pense que ça passera pas. Même si l'écart n'est pas si important que ça, il y a quand même un écart en voix suffisant, je pense, pour que la victoire de Vincent Bouget soit claire et soit nette. Et je pense bien qu'on puisse faire un recours dans notre pays s'il y a vraiment quelque chose qui peut faire changer le vote et la décision. Mais c'est un peu comme en sport, hein, quand on fait une réclamation d'après-match. On l'a vu avec la Coupe d'Afrique des Nations il n'y a pas longtemps. Ouais, alors, tu perds d'un point, d'un but, etc. Ça peut être étudié. Tu vois, en basket, tu perds de 30 points, même s'il y a eu une petite irrégularité, ça passe pas. Et là, bon, il le fait. Bon, du coup, on parle de lui, ça fait toujours du buzz. C'est plutôt un coup politique pour toi. Oui, et puis, après, il aurait pu aussi râler dans les médias et dire il y a eu ça, c'est pas bien, il a fait, et pas aller plus loin, pas aller jusque là. Bon, ils vont jusqu'au bout du truc. Et voilà. Après, c'est vrai que moi j'ai reçu le mail de Paloma, j'étais un peu surpris et c'était maladroit. Puis on a reçu un deuxième qui disait excusez-nous, on n'aurait pas dû l'envoyer. Oui, ça a été maladroit. Ça a été très maladroit. Surtout qu'il dépanne quand même dans la métropole. Vous y croyez là, exactement. ces recours? Alors il y a Nîmes, bien évidemment, parce que c'est peut-être plus spectaculaire sur le bassin de vie, mais il y a d'autres plus petites communes qui sont concernées aussi par des recours. Moi, je vais vous dire, je ne vais pas parler celle du Gard, je vais parler celle de Montpellier. Elle me fait sourire avec Rémi Gaillard par rapport à la profession de foi. C'est un peu la même chose. Moi, je dis qu'il faut savoir des fois être un bon perdant, être fair play, saluer en fait le gagnant et passer à autre chose et préparer les futures échéances. Non, j'y crois pas du tout. Donc, voilà. Je trouve que ce ne sera pas assez consistant pour pouvoir être... que les élections soient rejetées, quoi. Je pense pas. Catherine. Alors, moi, je ne sais pas si je crois ou pas, parce que c'est le tribunal administratif qui va trancher. Ouais. Mais, il y a des recours possibles derrière, d'ailleurs. Oui. On peut faire appel. On peut faire appel. La cour d'appel de ça peut Montpellier, durer, le conseil ça peut d'État. durer peut-être longtemps. On aura la réponse dans 7 ans. Et on ne saura effectivement que le recours est accepté que vers le mois de septembre, une fois que les comptes de campagne pour les communes de plus de 9 000 habitants auront été validés. Donc, c'est pas de... par ailleurs, il y a moins de recours cette année, en 2026, qu'en 2020, au niveau national. On est au niveau national, on est à peu près à 200 aujourd'hui, en 2026. Au niveau national, 2000, je crois, plutôt. Ah, moi, j'ai lu 200. 200 peut-être. Ça me paraît pas beaucoup, mais 35 000 communes, effectivement, c'est pas beaucoup. Il y en a moins en 2026 qu'en 2020. 200 sur la France, ça fait beaucoup. Bon. Je crois que c'est peut-être 2000. Notamment je me suis trompé parce de zéro. que dans les petites communes, effectivement, avec les listes bloquées, avec une liste, donc évidemment, il n'y a pas de recours. Si on se positionne que sur Nîmes, alors, sur Nîmes, quel est votre sentiment sur le recours que fait Julien Sanchez? Alors,
si ce mail a été envoyé, c'est vrai qu'on peut s'étonner quand même qu'un établissement qui appartient à Nîmes Métropole se mette à envoyer comme ça des emails. Oui. Mais il le faisait pour Après, tout le il a monde, parlé... Abdel, c'était pour tout le monde, du coup. C'était pas forcément que pour un candidat. Alors, il faisait quand même, dans le courrier apparemment, que moi j'ai pu consulter, c'était indiqué, qu'on m'a montré là, pour préparer l'émission, il y avait marqué quand même que c'était contre l'extrême droite. Hein. C'est ça. Voilà, c'était pas contre l'extrême gauche, c'était uniquement contre Alors que l'extrême droite. Julien Sanchez dépose un recours, c'est pas étonnant, parce qu'il est quand même très procédurier. Et à Beaucaire, quand il était maire de Beaucaire, il a fait quelques recours. Oui, ça coûtait Et un peu il a de eu sous affaire à la justice, ça contribuables. coûte cher aux contribuables, Il vient effectivement. d'en perdre un d'ailleurs contre Et il vient de la perdre région. contre Carole Delga. la région, contre Carole Delga. Après 10 ans Donc, de procédure. Voilà, ça c'est pas étonnant. Après, effectivement, ce qui est surprenant, c'est que les adresses mail des adhérents de Paloma aient pu être utilisées comme ça pour une propagande électorale. Et ça, effectivement, c'est pas admissible, enfin, c'est punissable par la loi. Mais bon, il faut voir dans quelles conditions ça a été fait, il faut voir Oui, parce si ça a que- un impact, et le Oui. tribunal jugera Oui, si bien sûr. effectivement Parce qu'après, ça a un derrière, il faut impact quand même sur la prouver sincérité que du tout vote. le monde a ouvert ce mail. Voilà. Parce qu'il y Absolument. a quand même des taux d'ouverture, il y a des Absolument. taux Il y a de aussi clics. Nîmes Métropole qui a réagi aussi, qui a Ouais, dit bien sûr. qu'ils n'étaient pas au courant, il a envoyé un courrier. Oui, bon, alors là, mais là, laissons faire la justice. hein. Après, on peut dire quand même, parce que bien évidemment on est centré sur Nîmes, sur cette histoire d'email, c'est quand même bien de rappeler que dans de nombreuses communes en France, le monde de la culture s'est quand même inquiété du risque de l'arrivée de l'extrême droite. Et donc, il y a eu quand même ce Une type mobilisation, de... oui. Oui, oui, il tout à y a fait, eu ce oui. type de prise de Oui, parole oui. ou de communication, en tout cas, pour s'inquiéter de l'arrivée de l'extrême droite. Tout à fait. oui. Nabil, quel est votre sentiment sur ce recours ? Est-ce que vous pensez qu'il est viable et que le Moi, je tribunal pense- pourrait donner raison à Julien Sanchez ? Moi, je pense qu'il va être étudié très sérieusement parce qu'il y a matière à ce qu'il soit justement discuté chez les juges. Maintenant, rejouer l'élection sur tapis vert, c'est pas très glorieux pour Julien Sanchez. Néanmoins, je me pose la question, moi, de savoir si effectivement son recours est accepté. Moi, je pense que là, il y a réellement un danger, et là, ils ont du souci à se faire parce que les cartes seront rebattues, et sachant ce qui s'est passé au deuxième tour, Oui, parce qu'on va rappeler que si le recours est validé, On ça veut repasse. dire que l'élection est remise en jeu totalement. Totalement. Oui, C'est-à-dire qu'il faut absolument. recommencer Ouais, tout oui. dès le premier tour. et là, c'est quid de ce qui va se passer. Est-ce que le maire ne peut pas faire appel Est-ce que c'est suspensif? Ça, je suis pas... Le maire peut faire appel du jugement du tribunal administratif. Catherine, vous savez que... Ça, je sais pas, non. Faudrait vérifier en droit Faudrait public, vérifier, effectivement, oui. ce qui... Parce que là, il y a matière à ce que... Il fait Par appel, et contre, puis, à mon avis, même il peut aller jusqu'en Conseil d'État, peut-être. hein. Oui, oui, Mais ça, vous pensez ça va réellement jusqu'au que ça Conseil peut- d'État. Vous pensez réellement que ça peut aboutir? Moi, je suis sceptique quand même. Tu le disais, Non, Abdel, mais après, un mail- François a raison de dire qu'effectivement, il y a un nombre de voix d'écart, mais ce nombre de voix, c'est 1500 voix, je crois. 1800. 1800. Ouais. Bon, voilà. Et je pense que c'est Oui, le juge sur, qui va déterminer de la C'est pas, pertinence. c'est pas une commune, c'est oui. c'est Ouais, sur, ouais. Il y a plusieurs Voilà. paramètres, effectivement, dans ce que vont Après, examiner les semble-t-il, juges. ce que j'ai cru comprendre, c'est que le recours n'est pas positionné que sur Non, il y a cette d'autres- Non, non, email, non, hein. il y a des tracts, il y a deux ou d'autres trois sujets, deux hein. ou trois Il y a sujets. des tracts qui posent problème. Je crois qu'il y a un recours également contre le tract qui a été fait sur la fusion entre Franck Proust et Julien Plantier sur cette addition Il de y a aussi voix sur qui a été de la présentée. diffamation, enfin, il y a beaucoup Voilà, de choses. il y a pas mal de choses. Bon, voilà, on verra bien. De toute façon, on sera là pour le raconter. On refera peut-être des soirées électorales un peu plus tôt que prévu. Vous n'avez Ça, pas, c'est vous avez possible. pas jeté sur l'effigie. Non, Ça peut toujours servir. Je sais pas, Généralement, je sais quand pas même. pourquoi. Si l'élection recommence, à mon avis, il va venir sur ce Généralement, le corps électoral ne se dédie pas. Lorsqu'il y a effectivement une nouvelle élection, généralement, Ah, il y avait eu un précédent avec M. Baumet pour une cantonale et il avait fait annuler l'élection et il avait gagné alors que la première fois il avait perdu. Ah, oui, oui, ça peut arriver, mais fois. Après Saint-Esprit. Nous Ouais, verrons. Dans l'historique, il n'y en a pas beaucoup. Hein. ouais, c'est vrai. Merci Généralement, ouais. à tous en tout cas pour les débats de ce soir. Merci François d'avoir été là. Avec On était plaisir, ravis de Abdel. vous accueillir. Merci David. On Avec se dit à plaisir. très bientôt. Bon courage pour le quotidien avec vos patients. Merci Abrahim d'avoir été là Merci deux beaucoup. soirs. 2 soirs d'affilée. Merci pas mal. beaucoup Brahim. Merci Catherine. Merci. Et merci à Nabil Merci. bien évidemment d'avoir été là. Merci à tous d'avoir suivi ce nouveau numéro du Club Débat. Merci à Romain Curat pour la réalisation de l'émission. On va se donner rendez-vous mardi prochain. Et oui, lundi, c'est le lundi de Pâques. On va se reposer, on va aller manger un peu de chocolat. On se retrouve mardi à 18h. Notre invité, c'est Gaël Dupré. C'est le maire de Cernac qui sera là. Il va nous dire lui aussi ce qu'il pense de l'avenir de Nîmes Métropole. Bonne soirée à tous. Très long week-end à tous. Très bon week-end. Et à mardi.